Cette semaine, à Info TV Laval, beaucoup d'actions. Nous avons Opération Nez Rouge. Nous avons Jean-Jacques Lapierre avec son invité André Brodeur. Nous avons l'agent d'immeuble Alex Hadou qui nous parle d'aide financière pour l'achat d'une maison. Nous avons Cybelle Olivier qui nous parle des éléments psychoactifs dans le cannabis et leurs effets sur la santé. Nous avons Mallory Sarr-Guichawa qui nous parle de Scama, Popote roulante. Nicolas Vincent Poirier nous parle du film Bohemian Rhapsody, l'histoire de Queen, un hit, un flop, c'est à voir. Rares Bourlacou nous parle du nouveau gouvernement. Point de vue sur qu'est-ce qui se passe présentement, c'est quoi le défi du gouvernement caquiste, donc à voir avec Rares Bourlacou. Et la suite de la cure d'amaigrissement de notre mascotte Pacha avec Dr Valérie Ouellette, vétérinaire. Êtes-vous prêts? On y va? 4, 3, 2, ça tourne. Chronique vétérinaire avec Dr Valérie Ouellette et Pacha. Pacha qui semble avoir perdu un peu de poids, je me trompe, et la bedaine touche moins à terre. Ben oui, Pacha a perdu 1 livre. Yeah. Je suis vraiment super contente. J'ai perdu 1 livre depuis le début, donc un peu plus qu'1 mois. Malgré notre plus ou moins défaite la dernière fois. C'était peut-être pas une défaite, c'est une question d'habitude. Il avait quand même perdu quelques grammes, non? C'est ça. Donc voilà, c'était peut-être juste du poil. Mais là, aujourd'hui, Pacha, de plus en plus en santé. Et cette semaine, tu voulais faire un tour des questions que la plupart des gens à la maison vont se poser. Ils nous envoient des petites questions, on t'en envoie au bureau, on en envoie ici. Oui, exactement. Êtes-vous prêts à la maison? On a vos questions ici. Dr Ouellette, pourquoi mon chien mange du gazon? Cette question-là, on l'entend souvent. Pourquoi mon chien mange du gazon? Je pense qu'on n'a aucune évidence scientifique là, qui veut nous dire pourquoi les chiens mangent du gazon. Mais on voit que c'est souvent pour se faire vomir. Donc, s'ils ont mal au cœur, des nausées, tout ça, les chiens vont avoir tendance à vouloir manger des herbes pour se faire comme purger. OK. Ou bien il y a des chiens tout simplement qui aiment juste ça, manger du gazon. Là, Écoute, pourquoi pas? C'est légal. Hein? Est-ce que les animaux rêvent? Oui, les animaux rêvent. Ils ont un peu le même patron de sommeil que nous, les humains. Puis on peut le voir, là, si jamais votre chien, votre chat, des petits mouvements d'yeux en dessous des paupières qui se font aller, des petits tremblements. Fait que ça doit être en ce moment qu'ils sont en train de rêver. On ne sait pas à quoi, mais oui, les animaux vont rêver, là, un peu comme nous, là, durant leur Est-ce qu'ils rêvent de gagner la loterie? On ne sait pas. Pas sûr. Pourquoi les animaux ont des moustaches? Ça, on se le demande. Oui, les moustaches, en fait, c'est un organe sensoriel pour eux. Donc, ça va être utilisé pour détecter des courants d'air, des vibrations, donc des mouvements. Puis c'est aussi utilisé pour la communication. Donc, si jamais, entre eux, là, il y en a un qui est apeuré, bien, les moustaches pourraient être tirées vers l'avant ou s'ils sont Ils se parlent nerveux. un peu, ils communiquent ensemble Ouais, avec c'est ça. ça. Puis... Fait que ça sert de communication, puis aussi pour détecter son environnement. C'est pour ça qu'il ne faut pas les couper. Ouais. Mais s'ils tombent, c'est pas grave, ça va repousser. Là. Faut pas Est-ce que s'inquiéter. c'est vrai, si on coupe les moustaches d'un chat, il va être comme tout étourdi, tout désorienté? Non, pas à ce niveau-là. Non? Ils vont pas être. C'est sûr qu'eux vont peut-être perdre un peu de leur exploration de leur environnement, mais ils vont pas tomber sur le côté. Là, ou, OK. être Donc, à la débarrassés, maison, ça. coupez pas les moustaches faut pas les de couper. Félix le chat. Pourquoi le nez du chien est-il mouillé? Oui. Ça aussi, les gens vont souvent me demander « Ah, le nez de mon chien est mouillé, il est en bonne santé. » Malheureusement, c'est pas vraiment un bon indice de santé c'est de comme si l'animal. moi, j'avais le nez mouillé, je pète le feu, voilà. Ouais. C'est plutôt utilisé, pour la transpiration. Donc, les chiens et les chats vont transpirer de leur coussinet, leur nez peut aussi sortir un peu leur transpiration, si on veut, puis ils vont allaiter aussi quand ils ont chaud, parce qu'ils ne transpirent pas de leur peau comme nous, là. OK. Puis l'autre chose que ça va être utilisé, quand le nez est mouillé, ça va comme entraper les particules d'odeur sur leur nez. Donc, pour les chiens, ça va les aider à augmenter un peu là, leur olfaction. Là, Leur donc, analyse olfactive des ouais, lieux. exactement. OK. Celle-là est quand même assez bonne. Puis il y a des chats aussi qui font ça. Puis à chaque fois, je trouve ça assez drôle. Pourquoi les chiens courent-ils après leur queue? Ça aussi, c'est effectivement très drôle à regarder. Si ça dure pas longtemps, on s'inquiète pas trop. Ça peut durer assez longtemps. Et des fois, je vois le chat spiner, puis je me dis, écoute, qu'est-ce que tu as mangé? Ça doit pas tout être normal, hein? Effectivement, mais il y a des cas, c'est parce qu'ils ont mal. Oh. Fait que s'il y a une plaie à la queue ou quelque chose qui lui fait mal, ben il va se mettre à tourner après parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui le dérange. Mais il y en a que c'est vraiment un problème de comportement. Donc, un peu comme dans les troubles compulsifs chez les humains, là, les désordres compulsifs, on peut voir un peu la même chose chez Comme les ça, animaux. ronger les ongles excessivement, des trucs Ouais, comme ou ça même pourrait être comparable? plus, tu sais, ceux qui ont vraiment des maladies mentales, là.
D'accord. Fait que ça peut se refléter des maladies mentales de chiens qui vont tourner après leur queue là, sans arrêt, puis ils ont besoin de médicaments, ces chiens-là, pour leur trouble mental. OK, donc c'est pas juste pour se désennuyer. Écoute, ton film est plate, moi je me désennuie comme je peux, c'est pas ça. Il y en a qui, oui, si c'est temporaire, on s'inquiétera pas trop, mais il y en a que c'est vraiment très, très, très impulsif et sans arrêt. Là. OK. Donc, ça arrive pas trop souvent, c'est en bon québécois, c'est juste un caillou qui passe, puis ici, c'est plus souvent que ça, on s'inquiète. C'est ça. Parfait. Pourquoi un chien enterre ses os? Oui, une autre bonne question, c'est sûrement dérivé de leurs ancêtres. Ou est-ce que quand il y avait une proie qui tuait pour se nourrir, bien, ils cachaient des parties. Pour plus tard, si jamais il n'y avait rien à manger, bien, il pourrait aller déterrer ça. Mais là, votre chien à la maison, vous le nourrissez à tous les jours. Il n'y a pas de raison de manquer de nourriture. Mais s'ils ont quelque chose de vraiment spécial, un nouveau jouet ou une nouvelle nourriture vraiment spéciale, bien, ça se peut qu'ils l'enterrer pour se le garder. Oui, se le garder pour plus tard. Là. OK. Est-ce que mon chien peut être droitier ou gaucher? C'est drôle, je me demandais ça pas plus tard qu'hier, parce que mon chien, il fait tout le temps les trucs de la main droite. Je me suis dit, mon chat est droitier, tout simplement. Vraiment, oui. Il y a des chats et des chiens qui ont des pattes dominantes. Ouais. Donc, oui, puis ça suffit de le regarder. Peut-être votre chien va toujours utiliser la même patte pour tirer quelque chose en dessous du divan ou gratter la porte. Donc, oui, ils ont des pattes dominantes qu'ils préfèrent utiliser. Okay. Ça, moi, je ne le savais même pas avant de faire les recherches. Là, donc, c'est super intéressant. J'ai une petite question d'appoint là-dessus. Est-ce que c'est comme chez les humains? Est-ce qu'il y a plus de droitiers que de gauchers chez les animaux? J'ai pas trouvé cette information, malheureusement. OK. Mais je me pose moi-même, là, mais je l'ai pas, cette information. Donc, désolée. si vous avez la réponse à la maison, envoyez-nous un petit courriel à info@tvrl.ca. Par la suite, pourquoi mon chien tourne en rond avant de se coucher dans son lit? Oui. Un autre truc qui est un peu dérivé de leurs ancêtres, on les imagine dans la savane, ils se mettaient à tourner en rond, ça faisait fuir les bestioles puis les insectes qui étaient à cet endroit-là. Puis en même temps, ça plaçait un peu leurs herbes, gazon avant de se coucher là, pour avoir quelque chose de plus coussiné. Donc, on pense que ça vient un peu de leur même comportement là, inné. Là, Encore une fois, c'est instinctif, c'est... Ouais. OK, d'accord. Placer leur matelas, si on veut. Ils se sentent à l'aise, Ouais. là. Parfait. On a une dernière question ici. Est-ce que les animaux voient en couleur et est-ce qu'ils voient bien dans le noir? Oui, ça aussi, tout le monde se le pose. Comment mon chien, il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Les chiens voient moins bien les couleurs que nous. En fait, ils voient, on va dire, en 2 couleurs. Pour vrai? Donc, oui, tout ce qu'ils vont voir va être en bleu et jaune. OK. Donc, comparé à nous, est-ce qu'on voit en 3 couleurs, là, nos 3 couleurs primaires? C'est des mixages de couleurs qui fait qu'on voit les autres couleurs. Exactement. Mais eux, c'est vraiment juste des teintes de bleu et jaune avec beaucoup de blanc, gris, des teintes de gris et noir. Donc, ils ne voient pas vraiment de vert dans leur... comment eux, ils s'interprètent leurs images. Les chats, eux, c'est un peu comme l'humain. Donc, ils voient beaucoup plus de couleurs, mais de façon moins prononcée que nous. Donc, oui, ils ont une vision en couleur, mais elle est juste différente. Puis ça varie d'une espèce à l'autre. Donc, même les insectes ou peu importe, là, ils ont vraiment toutes leur propre façon d'interpréter les couleurs. Même des espèces d'animaux qui vont voir la couleur ultraviolette. Puis ça, nous, notre œil, on n'a pas de... Ouais. Ben... Et pour le noir, là, tu poses la question dans le noir. Voir dans le noir. Les chats, eux, voient quand même bien dans le noir, on se le dit toujours, mais il ne faut pas que ce soit noir absolu. Là. On parle de pénombre. Ouais, parce que leur œil a un petit miroir. Comme quand on voit un chat au loin, là, on voit donc, ça prend la lumière qui est déjà ambiante, ça la réfléchit. C'est ça, ça la réfléchit dans leur œil, donc ils voient vraiment mieux que nous dans le noir. D'accord. Bien, Dr Valérie Ouellette, un gros merci. On se revoit dans 2 semaines pour la prochaine chronique, et puis en espérant que Pacha perde encore un peu de poids. Bravo, Pacha. Pour la première fois cette saison, on retrouve Rares Bourlacou. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Plaisir de vous retrouver. Oui, merci beaucoup. Plaisir de te retrouver parce que tu as travaillé fort pendant les élections, tu étais actif. Oui, j'étais très actif et il est vrai, je travaillais à côté de la candidate libérale dans l'ouest de Laval, Madame Monique Sauvé. J'étais son stratège pendant cette campagne. Je suis très content. Nous avons fait une très belle campagne. On a gagné. Alors, je suis très fier de dire que je contribuais à l'élection de cette grande femme d'ici de Laval qui va être pour les prochaines années la critique du Parti libéral en matière d'emploi et solidarité sociale. Parlant de critique de gouvernement, on va parler des premiers pas du nouveau gouvernement en place, si tu veux bien. La CAQ a été élue, ça a été un raz-de-marée. Il y a quand même eu pas mal de gens qui n'auraient pas misé là-dessus, et puis aujourd'hui, c'est une réalité.
Parle-moi de ton analyse sommaire jusqu'à présent de qu'est-ce que tu vois sur la scène politique, qu'est-ce qui s'enligne et quels seraient les défis selon toi? Bien, les défis sont très grands. Effectivement, les gens, ils ont accordé ce vote à la CAQ, notamment pour voir que les promesses faites, surtout par le leader caquiste, M. Legault, pendant la campagne, se réalisent. Maintenant, on voit, c'est un petit peu plus difficile le moment. La mise en application n'est pas aussi facile que la promesse. Toujours, avec les politiques publiques, c'est bien d'en parler, mais encore plus difficile quand on met les mains dans la pâte pour travailler, pour livrer un bon résultat. Je pense qu'il a donné un bon discours le moment où il a sermenté son conseil des ministres. On voit il y a des gens qui sont plus expérimentés. Justement, dans le choix des ministères, on parle de parité homme-femme. À ce niveau-là, je suis contente qu'il y ait une certaine égalité. Oui. Mais est-ce que, en tant qu'entreprise, ce serait pas mieux d'y aller avec la personne la mieux formée plutôt que d'y aller simplement avec bon, on a un quota d'hommes et de femmes à prendre, c'est peut-être pas la meilleure personne, mais on va s'arranger avec ça. Je trouve ça un petit peu drôle, non? C'est l'exercice le plus difficile pour un premier ministre de choisir, de bâtir son équipe qui va l'entourer pendant toutes ces années de mandat au pouvoir. Puis comme vous le savez, dans le système politique de type Westminster, il faut que les personnes qui occupent le poste de ministre soient des députés également. Alors, c'est inévitablement qu'il faut faire un équilibre entre les différentes régions, entre les différentes personnes avec une certaine expérience, entre les hommes et les femmes, entre les jeunes qui sont rentrés dans la joute parlementaire. Donc, c'est quand même un choix extrêmement difficile à faire pour le premier ministre et pour l'entourage qui le conseille sur tous ces aspects. Alors, je trouve que quand même c'est assez équilibré. On voit qu'il y a des gens avec moins d'expérience, mais c'est le peuple qui a choisi de les envoyer à l'Assemblée comme députés, puis par la suite, lui, il a donné cette vitrine extraordinaire qui est le poste de ministre. Oui. Pour terminer, Arès, c'est quoi les défis que tu perçois pour l'administration caquiste? C'est quoi, dans l'immédiat, les 3 premiers mois, là, au retour des fêtes, là, qu'est-ce que tu crois que serait... on se retrousse les manches, puis c'est les dossiers chauds, là? Je pense que la première chose à faire, c'est d'assurer leur base électorale qui se trouve plutôt à l'extérieur de Montréal, comme nous avions vu, dans les questions plutôt sensibles qui étaient au cœur de la campagne électorale, soit la rémunération des médecins. On voit quand même l'ancien vice-président de la Caisse de dépôt et placement, M. Dubé, qui patine un petit peu sur le sujet en disant, bien, pour le moment... Est-ce qu'on gagne du temps, selon toi? On gagne du temps. La même chose avec le ministre Barrette, celui qui s'en occupe de l'immigration, qui a le dossier extrêmement sensible sur le port de signes religieux. Il hérite souvent des dossiers chauds, non? Toujours. C'est une personne très ambitieuse. On voit qu'il a le caractère pour le faire, mais quand même, ils ont dit que ça va pas être pour les prochains mois, un petit peu plus loin. Donc, on laisse ça aller un petit peu, on laisse mijoter. Donc, la question la plus importante, c'est vraiment de rassurer la base comme quoi, voilà, vous nous avez envoyé ici pour livrer ce type de résultats. On a commencé à travailler, puis vous aurez à avoir les premiers objectifs à atteindre d'ici bientôt. Bien, écoutez, à la maison, on regarde la suite. Rares Bolakou, on regarde la suite. J'ai hâte d'avoir ton analyse dans les prochaines semaines. Donc, on se revoit incessamment. On est de retour après ceci.
chronique cinéma avec Nicolas Vincent-Poirier. Salut! Salut. Aujourd'hui, on parle d'un film qui a été anticipé, attendu depuis longtemps. Il y a plusieurs fans à travers la planète qui attendaient ce moment avec grande impatience. Et il y en a qui sont déçus, il y en a qui le sont moins. Toi, premièrement, es-tu un fan de Queen ou pas? Non, je suis pas un fan de Queen, mais je les déteste pas. C'est juste que, en dehors de la chanson Bohemian Rhapsody, comme tout Ça le monde... te touche pas. Le reste des chansons, c'est ça, ne me touche pas. Donc, je ne l'attendais pas avec impatience. J'étais curieux de voir ce qui allait arriver avec ce film-là parce que ça fait depuis 2010 que ce film-là est en préparation. Et les membres du band Queen, bon, évidemment, sont derrière ça. Les autres, le but, c'est de protéger aussi l'image de Queen parce que, tu sais, on... La marque de commerce. Bien ça, la marque de commerce, parce que c'est une très bonne business. La preuve, le film a fait 144 millions à travers le monde. En un week-end. Dans sa première fin de semaine, dont 50 en Amérique du Nord. Donc, c'est une grosse business, Queen. Bien sûr. Et le but, c'est de garder la marque de commerce. Et moi, qui n'étais pas un grand fan et qui ne connaissais pas vraiment non plus le groupe, j'ai pas... c'est loin d'être le meilleur film que j'ai vu dans ma vie, disons, dans ce genre de film-là. C'est un film qui est très oubliable, disons, pour plusieurs raisons, mais pas pour ce qui est de l'acteur qui interprète le rôle de Freddie Mercury. Qui lui Rami ressemble Malek. terriblement. Oui, il est excellent dans son rôle. Écoute, j'ai pas vu beaucoup d'images de Freddie Mercury, mais bon, pour les besoins, j'en ai regardé quelques-unes. Puis oui, la ressemblance est là, la gestuelle aussi est là. Et quand lui a eu le rôle de Freddie Mercury, il ne connaissait pas beaucoup le personnage. Et pour être capable d'avoir une performance comme ça, il a eu besoin d'avoir un coach au niveau de ses mouvements pour ressembler vraiment à Freddie Mercury. Wow. Ça a l'air que pour lui, ça a été... c'était intense. C'est une grosse tâche. Brûlé à la fin de ses journées, là, juste pour bien imiter le mouvement les mouvements de Freddie Mercury. Puis se les approprier aussi. C'est ça. Il faut que ça soit naturel. Là. Oui, il est très bon dans son rôle. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit en nomination. Soit décoré pour son rôle. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Et même le film, les détails, c'est tellement important, les détails dans le film. L'archiviste officiel du groupe Queen a aidé à ce film-là. Ils ont été jusqu'à chercher toutes sortes de photos pour regarder, OK, à cette époque-là, ces jeans-là, c'était avec ces bas-là. Ils ont été chercher tous les détails. C'est qu'à ce niveau-là, c'est... Le fan devrait être satisfait à ce niveau. Oui, tout à fait. Pour ce qui est de l'histoire, je comprends pourquoi ce film-là a été fait. C'est un film qui a rapporté beaucoup d'argent. Il y a une logique derrière ça. Il y a beaucoup de gens business. intéressés. Queen a vendu des centaines de millions d'albums à travers leur carrière. Mais à cette époque-ci où les shows télé sont tellement bien faits, j'aurais beaucoup plus imaginé une série sur Netflix ou HBO, n'importe quoi. Une série sur le groupe Queen, parce que là, ce qu'on voit dans le film, c'est des highlights, on dirait. C'est sommaire. C'est sommaire. On ne suit pas un élément particulier. C'est les débuts de Queen jusqu'au fameux concert en 1985. Le Live Aid de 85, où est-ce que ça a été C'est ça. diffusé globalement? C'est le premier concert de telle sorte qui a été diffusé en direct partout à travers le monde. Puis c'est là que, pas que ça les a mis sur la map, mais c'est un des moments forts de leur carrière où est-ce qu'ils jouaient devant plus d'1,5 milliard de personnes à la télévision avec, je pense, 70 ou 100 000 personnes en avant d'eux au Wembley Stadium, si je me rappelle bien. Là. Oui. C'est pas que j'étais là, c'est que j'ai vu. Tu sais, ce moment-là, c'est très bien fait, mais pour ce qui est de la réalisation, Bryan Singer, le réalisateur, il y a un petit peu de... Je dirais pas que le tournage est une catastrophe, mais quoi qu'un petit peu. Le film a commencé, le tournage a commencé en septembre 2017 et Bryan Singer, c'est lui qui a réalisé entre autres les deux premiers X-Men, était plus ou moins présent pendant le tournage et en plus, il s'entendait pas vraiment bien avec la star du film, Rami Malek, ce qui est pas nécessairement une bonne chose quand on s'entend pas bien avec sa star. Oui, ça fait... déjà là, les communications sont un petit peu houleuses. C'est ça. Donc, des fois, il ne se présentait pas. Des fois, il se présentait, il était comme en lendemain de veille. Des fois, il était encore un peu sous. Et jusqu'en décembre, où à un moment donné, pendant 3 jours de temps, il n'était pas là, il avait disparu. Et c'est le directeur photo, quand Bryan Singer ne se présentait pas, c'est lui qui prenait la relève et qui
réalisait le film, parce que bon, il faut... C'est pas courant, ça. Mais c'est très rare. Mais ça, c'était au début du mouvement MeToo. OK. Et ce qu'on a appris par la suite, est-ce qu'il y a un lien? Je présume que oui. C'est que, bon, il a été poursuivi au civil pour une histoire, d'agression sexuelle qui n'est pas terminée maintenant. Donc, je n'embarquerai pas des détails. c'est nébuleux, ça reste des oui-dire, là. C'est ça, ça reste des oui-dire à ce niveau-là, mais tu sais, bon, quand même, il a été même renvoyé, Bryan Singer. C'est très rare qu'on renvoie un réalisateur. En plein milieu d'un tournage. Écoute, il restait 3 semaines de tournage. Tu sais, c'est OK, c'est que la chimie marchait pas, là. Ben, c'est qu'il n'était pas présent, il n'était pas là. La chimie avec l'acteur principal ne marchait pas, mais aussi, il y avait ses problèmes de son côté. Ce qu'il a dit officiellement, c'est que c'est des problèmes familiales, mais il était... Ça Il peut ne être se n'importe présentait quoi. pas, il était en retard, il était sous le lendemain de veille. Et finalement, on l'a renvoyé à la fin décembre et on a essayé de trouver un réalisateur remplaçant. Ça a pas Écoute, marché. on a réussi à trouver quelqu'un. Le film s'est poursuivi après ça, 16 jours de tournage à partir du mois de janvier. Et tu sais, ce que ça donne... Oui, bien, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça donne? Au final, la vision artistique doit être assez floue, non? Écoute, ça me fait penser un peu à un film fait pour la télé, pour être franc. Tu sais, c'est pas... on ne va pas se rappeler de ce film-là pour sa réalisation, pour l'interprétation de l'acteur principal. Oui, pour les détails dans le film, bon, le travail qu'ils ont fait avec l'archiviste officiel de Queen, ça, oui. Mais sinon, en gros, c'est pas un film, je pense, qui va marquer le cinéma. Est-ce qu'on va s'en rappeler dans 5 ans? Je ne pense pas du tout. Il aurait dû peut-être faire beaucoup plus une série télé, à mon avis, parce que, tu sais... On aurait pu exploiter les personnages Oui. plus, on aurait pu savoir, écoute, telle chanson, j'aurais aimé ça savoir dans quel contexte ça a été fait. On en C'est ça connaît, qu'on mais veut savoir. Juste un petit peu, juste un petit peu. Ouais. Moi qui n'ai pas un fan, tu sais, j'en découvre pas tant que ça sur le groupe. Ça décide pas en savoir plus. Non, pas vraiment, parce que de la manière que c'est construit, c'est tellement fait comme une histoire classique. Puis on s'entend, Queen, il aurait pu aborder un million de thèmes différents. Et là, c'est l'histoire classique, leur début. Et là, tout à coup, le chanteur, ben là, sa tête s'enfle un petit peu. Il y a une chicane et affaires reviennent ensemble pour le concert Live Aid. Tu sais, c'est super classique comme formule. Je trouve que c'est très cliché comme formule. Donc, tu sais, est-ce que c'est ce scénario-là qu'ils ont travaillé depuis 2010 à essayer de On faire? espère que non. Hein? Je ne sais pas, mais tu sais, il aurait pu, tu sais... En même temps, ce qu'il voulait faire a très bien marché. Il préserve très bien l'image, le branding du groupe. Là-dessus, ça marche bien, C'était mais... probablement le but de l'opération. Hein. C'est ça. Est-ce que moi, ça vient me chercher? Pas particulièrement, mais je suis pas un fan non plus de Queen. Et voilà. Nicolas Vincent, un gros merci. On se revoit la semaine prochaine. Donc, pour les fans, allez, gâtez-vous. Bohemian Rhapsody au cinéma. Dès maintenant. On est tous des légendes. Cette semaine, on a une invitée spéciale. Son nom, Mallory Sarguichawa. Bonjour. Bonjour. Donc, directrice générale du Centre SCAMA, donc le Centre de services communautaires et d'aide au maintien de l'autonomie. Parlez-moi en plus. Alors, le Centre SCAMA existe depuis une 40aine d'années à Laval et plus précisément à Chaumédé. C'est un organisme qui est né de l'action de bénévoles engagés il y a 40 ans et ça a commencé avec des téléphones de sécurité, puis des visites d'amitié, puis la popote roulante. Alors aujourd'hui, on est devenu un organisme reconnu. On est l'une des plus grosses popotes de Laval. Wow. Nous sommes la plus grosse popote de Laval, j'aime à le dire. Nous avons 550 membres, 180 repas livrés à chaque jour, une centaine de bénévoles. Voilà, on est devenu quand même un organisme qui a pris de l'ampleur. Au niveau des services qu'on offre... Vous offrez beaucoup de services. Oui, c'est ça. Au niveau des services qu'on offre, on a commencé petit, hein, c'était les téléphones et les visites. Aujourd'hui, on a toute une palette de services pour aider les aînés à rester chez eux le plus longtemps possible. Alors, on offre, comme je l'ai dit, la popote. Donc, c'est des repas chauds qui sont livrés. C'est ça, des repas qui sont préparés le matin par mon équipe de cuisine et qui partent sur la route, grâce à nos bénévoles, qui partent sur la route vers 10h30, 11h. Donc, les aînés l'ont pour le dîner du lundi au vendredi.
ce service de popote nous prend effectivement beaucoup d'énergie, mais nous avons aussi un centre communautaire. Donc les aînés viennent chez nous pour faire des activités de maintien des acquis physiques et cognitifs. Ils viennent faire du sport, ils viennent des arts plastiques, de la cuisine. On a toutes sortes d'activités dans le fond. Puis le côté social de la chose aussi, de sortir de l'ennui, d'être chez soi. Des fois, ça peut être long, jouer à la patience. Dans ce cas-là, on brise l'isolement, voilà. On se fait des amis. Ils viennent manger chez nous, on fait des dîners communautaires. On a une cantine. Tous les midis, on offre un repas complet au prix de 6 $, car l'une de nos missions également, c'est la sécurité alimentaire. Et depuis cette année, nous ouvrons tous nos dîners à l'ensemble des Lavallois. Donc, toute personne qu'elle soit aînée ou non, peut pousser les portes et venir manger chez nous au prix de 6 $. Wow. On offre aussi du transport accompagnement médical. Oui, ça, c'est quand même de plus en plus populaire parce que souvent, les personnes aînées, ils ont besoin d'aller faire des tests, d'aller faire rendez-vous, médecin, etc. Oui. La famille, les aidants naturels, des fois, c'est souvent en journée. Ils ne sont pas toujours disponibles pour aller faire les trajets. C'est pas tout le monde qui est habilité à y aller seul en taxi. Donc ça, c'est un... Vous avez raison. Et effectivement, c'est un service très en demande. Malheureusement, nous ne pouvons répondre à l'ensemble des demandes car elles sont très nombreuses et c'est un service bénévole. Alors, les bénévoles que nous avons sont des gens extrêmement engagés sur le transport car ils partent le matin avec la personne, l'attendent pendant son rendez-vous et la ramènent à la maison. Ça peut prendre parfois, on le sait, avec notre système de santé, ça peut être très long. Ça peut prendre des heures. Oui, c'est ça. Oui. Et puis, donc, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler d'un autre projet qui s'en vient. Qui vient juste de commencer. Je vais vous parler du projet Ampérage. Voilà. Ampérage, ça veut dire accompagnement multiculturel pour les personnes âgées. C'est tout simplement des visites d'amitié vers les aînés des communautés culturelles. La particularité que nous avons à Chomédé, c'est que nous sommes un quartier qui est très multiculturel, où il y a une très grande diversité de cultures, de personnes de toutes origines. Et nous sommes aussi le quartier qui comporte le plus d'aînés. Alors, tout ça mis ensemble, on a élaboré grâce au ministère de l'Immigration et au secrétariat aux aînés un projet pour rejoindre les aînés des communautés culturelles afin justement de les aider à sortir de chez eux et participer socialement davantage. Ce projet implique que nous allons devoir recruter beaucoup de bénévoles et notamment des bénévoles qui parlent d'autres langues que le français et l'anglais. C'est ça la particularité du projet. Alors, nous avons certes déjà beaucoup de bénévoles au centre SCAMA, mais pour ce projet en particulier, on a besoin de bénévoles. Oui, c'est ça. Des bénévoles qui parlent arabe, arménien, créole, italien, grec. Voilà. Alors, on est à la recherche de toute bonne volonté qui voudrait s'engager au moins une fois par semaine pour une visite d'1 heure, de 30 minutes, des appels pour aider des aînés qui seraient très isolés chez eux. Ne serait-ce que même la barrière de la langue peut être suffisant pour les isoler. Donc, Et puis, vous cherchez plusieurs personnes bénévoles. Donc, vous cherchez des chauffeurs, baladeurs, commis de cuisine, commis de bureau. Des gens au grand cœur, en fait, pour aider au centre SCAMA. Donc, pour les gens qui veulent en savoir plus, qui aimeraient ça s'impliquer, qui aimeraient ça, hey, j'ai peut-être un petit après-midi, une fois de temps en temps, je pourrais donner, puis oui, mon arabe n'est pas si mal, donc je pourrais aller aider un petit peu. Comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, on a effectivement, je vais juste reciter les postes où on a besoin de bénévoles. Nous avons besoin de bénévoles pour la livraison de la popote roulante. Chaque jour, nous envoyons 180 repas sur la route. On a 6 routes de livraison, 2 bénévoles par route. Ça fait 12 bénévoles juste pour la popote tous les jours. Il n'est pas nécessaire de parler ni le français, ni l'anglais, ni une autre langue, simplement le sourire, la bonne volonté et les aînés seront heureux. Donc ça, c'est pour la popote. En cuisine, on produit beaucoup de repas, je l'ai dit, et pour la popote et pour la cantine, on est aux alentours de 200 repas à 220 repas par jour. Toutes les bonnes volontés seront accueillies à bras ouverts pour la cuisine et au secrétariat et dans tous les services, nous avons besoin. Toute personne qui peut donner
un peu de son temps, ne serait-ce qu'une heure, nous, on sera heureux de l'accueillir. Donc, on rappelle que vos locaux sont au 3168 boulevard Cartier-Ouest à Laval. Téléphone 450-681-4240. Et pour vous rejoindre sur le web, c'est au bas de l'écran, centrescama.org. Donc, besoin de bénévoles, c'est urgent, c'est apprécié. Oui, tout à fait. Et sur Facebook, c'est Popote Chomédé sur Facebook. Alors, à tous ceux qui sont connectés, je vous invite à nous liker également. Et voilà. Alors, Mallory, un gros merci. Merci, Stéphanie. Et puis, on envoie tous les bonnes âmes, les bénévoles chez vous, au Centre Scama. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est Belle Olivier. Oui. Une semaine de plus. Dernière fois que tu es venue, tu nous as parlé de la loi sur le cannabis, comment ça va être appliqué sur l'île de Laval. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. C'est quoi du cannabis? Bien, c'est ça, je me suis dit La maintenant. plupart du monde savent que c'est une mauvaise herbe, mais ça s'arrête à peu Une près mauvaise là. herbe, ben, c'est ça, on peut dire. Mais bon, je me disais que vu qu'on sait où on peut en acheter, on sait c'est quoi les lois, est-ce qu'on sait vraiment c'est quoi le produit qui a été légalisé? Beaucoup de gens ne savent pas, c'est Ben, surprenant. c'est ça, puis je trouvais, je sais pas pour toi, mais que parfois on entend aussi des mauvaises informations alentour de ça. On peut dire qu'il y a une certaine peut-être campagne de peur qui est faite alentour de ça. Oui, parce je me rappelle d'une certaine ministre il y a un an qui était à Tout le monde en parle puis qui Oui, disait exactement. « Oh, il y a du fentanyl là-dedans. » C'est comme la madame a Oui, pas justement, compris et comment même ça Santé marchait, Canada a fait une recherche et finalement, c'était pas vrai du tout. Donc, les gens ont peur et c'est important de Démystifier. oui, de rationaliser aussi, savoir, bon, qu'est-ce qui a été légalisé. Donc, moi, aujourd'hui, je voulais parler de, justement, qu'est-ce qui compose le cannabis principalement. Parfait. On sait que c'est composé de 60 cannabinoïdes qu'on appelle, différents, mais moi, je vous en présente deux. Parce que là, on va pas... C'est les deux principaux, Les deux en fait. principaux, exactement, qu'on appelle le THC et le CBD. THC, on Parfait. en entend souvent parler. C'est une des molécules, une des substances qui est la plus importante parce que c'est la substance psychoactive. Donc, c'est elle qui donne le high. Exactement, c'est celle qui vient entrer directement en contact dans ton cerveau et qui donne les effets. Donc, tu sais, tout ce qui va être par rapport à la concentration, à la perte de mémoire, à la perte de coordination, c'est tout causé par le THC. Et comme tu dis, bien, c'est ça qui donne le buzz. C'est ça souvent que les gens, quand ils consomment ça de façon récréative, c'est ça qu'ils recherchent. C'est ça qu'ils veulent. Donc, ça vient affecter justement toutes ces sensations-là dans ton corps. C'est ce qui crée aussi l'euphorie. Hein. On sait que les gens, souvent, qui consomment, ils trouvent ça drôle en général. Ça vient de là. Tout ce qui est aussi la faim qui est occasionnée par ça, tout l'effet peut-être gourmandise, si on veut. On sait qu'il y a des gens qui consomment, qui ont peut-être le sida parfois, qui vont consommer ça parce que ça leur ouvre l'appétit. Parce qu'au départ, ce qui a Exact. fait la porte ouverte pour la décriminalisation, puis au final, la Ouais, légalisation, ben ça, c'est et ça, c'est les effets médicinaux. Exactement. C'est là que la porte est ouverte. Exactement, puis c'est ça qui est intéressant, puis c'est ça qui vient aussi avec le CBD, en fait. Ouais. Mais juste en premier, je dirais que le THC, il faut faire attention parce que les psychiatres en parlent. Plus le niveau de THC est élevé, en fait, plus la fréquence de consommation va être élevée aussi. Et donc, plus le risque de psychose augmente aussi. Donc, c'est super dangereux. Alors, à la maison, il faut faire attention. Renseignez-vous sur les quantités de THC si jamais vous voulez vous considérer en consommer éventuellement. Et là, maintenant, le CBD, qui est une qui est deuxième... l'autre élément actif. Exact, mais ce n'est pas un élément psychoactif, donc ça ne vient pas directement en contact avec ton cerveau, mais plutôt avec tous les récepteurs de ton corps qui sont liés, par exemple, à l'anxiété, à l'inflammation et tout ça. C'est ça, en fait, qui donne la sensation de bien-être. Tu sais, quand on On fume... n'a plus mal, Exactement. on pense plus vraiment à la douleur. Ouais. Ceux qui ont des problèmes, bien, souvent les gens qui sont en Mais tu sais, qui ont le processus cancer, de cancer, ouais, etc., les traitements coupent l'appétit, ça leur redonne l'appétit. Donc, c'est là que ça a vraiment commencé. Oui, mais c'est la molécule précisément de CBD qui vient faire cet état-là justement de bien-être. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites alentour de ça. On parle de cancer, mais aussi les plus récentes recherches, c'est faites pour l'épilepsie. Ouais. Donc, il y a des traitements qui sont faits juste à partir de CBD, donc qui sont dans le fond une molécule qui est extraite directement, qui devient sous forme d'huile. Et donc là, on donne ça aux patients. Et il y a des études qui sont faites au Canada. Présentement, il y en a 2 qui sont faites, des études cliniques. Et on a vu que les patients, on voyait vraiment une amélioration des convulsions, des symptômes et tout ça. Et aux États-Unis, on le fait, mais pour les jeunes enfants. Là, je vous rassure, on leur fait pas fumer un joint.
On À veut la pas abîmer, maternelle, ça mais serait un c'est petit ça, peu on veut pas drôle, abîmer là. leurs poumons non plus. Donc, Non. c'est vraiment du CBD qui est extrait de la plante sous forme d'huile, de capsule. Donc, on peut justement par voie orale, par injection, par goutte aussi en dessous de la langue. C'est beaucoup moins dommageable parce qu'il n'y a pas de combustion. Exactement. Puis il n'y a pas la molécule de THC qui vient affecter directement ton cerveau et tes facultés. Donc, pour ça, c'est très bien. Et justement, c'est le journal, c'est le New England Journal of Medicine qui a fait une étude là-dessus et qui montrait qu'il y avait une amélioration de 23 de convulsions. Bien, 23 moins de convulsions chez les jeunes qui en consommaient. Alors, c'est une belle avancée. C'est sûr, il faut continuer à faire des recherches parce qu'on n'est pas au courant de tous les effets secondaires, on n'est pas au courant de tous les effets nocifs sur le cerveau non plus. Mais c'est bien intéressant, donc on veut financer la recherche pour ça. Mais là, je te parlais de taux de THC. Oui. Parce que ça varie. Quand on va à la SQDC, les taux de THC peuvent varier de, grosso modo, de 3 à 25, 26. C'est comme le barème qu'on m'a mentionné. Oui, c'est ça. Bien, en fait, là, les psychiatres, eux, veulent qu'on puisse imposer un taux maximal parce que, justement, ça a des effets très nocifs. Au niveau du fédéral, eux n'ont pas imposé ça. Ils laissent le choix aux provinces de l'imposer s'ils veulent. Parce que Justin Trudeau lui disait, bon, moi, je crois que ça revient aux consommateurs de décider. Parce qu'ils sont au courant des risques, des effets, qui se renseignent un peu comme l'alcool. On sait que la vodka à 40 c'est pas mal plus fort qu'une bière de 5 À vous de juger sur votre consommation. Voilà. Mais les psychiatres, quand même, disent non, ça va influencer les gens. Plus ils vont en consommer du fort, plus ils vont en consommer régulièrement. Alors, ils voulaient fixer ça de 15 à 16 pour les 21 ans et plus et d'environ 8 pour les 18-21 ans. Alors, le Québec est en train de penser à ça, voir si ça peut peut-être arriver. On verra. Mais dans le marché noir, on sait que ça peut s'élever jusqu'à 30 C'est ça qui était dangereux aussi, parce que parfois, on pouvait consommer un produit, on n'avait aucune idée de combien ça allait en contenir. Donc, d'où les dangers. Mais ma question serait pour les gens qui prennent la décision, qui sont en processus décisionnel, est-ce que prendre 2 doses de 15 mg versus en prendre une de 30, ça change-tu vraiment quelque chose? Gouvernement et le terrain, il y a comme un petit moment où on pourrait dire, OK, c'est beau, on nous donne la permission, mais c'est comme prendre une bière ou en prendre 12, le choix est le vôtre, non? Non, oui, le choix, mais je crois que c'est que l'effet directement sur ton cerveau est beaucoup plus puissant lorsque tu vas consommer une dose de 30 que 2 peut-être de 15. C'est sûr, je vous dis pas, je suis pas experte dans le sujet non plus, mais si on fume peut-être 2 joints back-à-back de 15 peut-être l'effet va être le même, mais alterner puis prendre quand même un temps de pause entre les deux, c'est ce qui peut quand même créer une différence aussi, qui va pas créer peut-être le processus d'addiction également. Donc, il faut faire attention à ça. C'est encore débattable parce qu'il y a certaines recherches qui disent qu'on peut pas être accro au cannabis, d'autres qui disent que peut-être oui. Bien, d'où je parlais, la désinformation, en quelque part, ça revient que ça reste... On entend beaucoup les scientifiques qui vont dire « attention, attention ». Il y en a d'autres qui disent « ils exagèrent » parce qu'on veut pas démoniser ce produit-là, qui a longtemps avant été démonisé, on le sait, avec des films, avec des livres. La propagande. Oui, exactement. Attention, c'est le produit du diable. On veut pas en revenir là, on veut pas banaliser non plus. Et c'est pour ça que tu viens à chaque semaine à l'émission. C'est pour ça, ben oui, pour vulgariser l'information, que tout le monde soit au courant de qu'est-ce qu'il parle. Un gros merci, Cybèle. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Au revoir. Cette semaine, à la chronique immobilière, on accueille Alex Adou, encore une fois, agent immobilier, courtier immobilier, devrais-je dire. C'est bien pardon. Ça va, Alex? Ça va bien, toi? Ben oui, super. Donc, l'achat d'une première maison, on a commencé à pas mal. On est ferré, là. On a de la bonne information que nous a donnée au fil des derniers mois. Là, on parle d'aide financière disponible au pluriel, parce qu'il y en a plus qu'une. C'est pas juste le banquier qui peut nous prêter des sous. Oui, c'est bien ça. Il y a d'autres façons d'aller alléger ou se donner un levier pour pouvoir aller chercher du budget pour acheter sa première maison. Donc, à ce niveau-là, quel genre d'aides financières sont disponibles? On parle, premièrement, on en a parlé dernièrement, wrapper son REER. C'est bien ça. Ça, c'est une des premières choses à faire si on a des sous de côté dans un REER. Souvent, on a des cotisations aussi. On travaille pour une compagnie, ils mettent des cotisations. Donc, ça nous donne un plus gros pouvoir d'achat à ce niveau-là. Donc, comment ça fonctionne si on veut wrapper un REER pour un premier achat? Dans le fond, si vous avez déjà vos REER dans votre compte de banque, ce qui se passe, c'est que vous communiquez avec votre banquier ou votre courtier hypothécaire. Il transfère vos REER dans le fond. Il est dégel, ce qui veut dire. Il est dégel. Il faut qu'il soit là 3 mois dans votre compte pour pouvoir acheter une première maison. D'accord. Puis rapidement, comment ça fonctionne, c'est que vous avez 15 ans pour les rembourser avec aucun intérêt.
Ça, c'est intéressant. Ça, c'est super intéressant. Et de 2, dans le fond, c'est que vous devez avoir des REER. Si vous n'en avez pas, il y a un moyen, dans le fond, d'emprunter, mais c'est un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué. Là, on rentre dans des méandres où est-ce qu'un conseiller financier va peut-être pouvoir nous aider. C'est ça, ou un planificateur financier ou votre Parfait. conseiller à la banque. Là. Mais le cas standard, c'est qu'on peut, en bon franglais, wrapper nos REER. Donc, on prend nos REER, on peut acheter une partie... On s'emprunte de l'argent nous-mêmes à notre nous futur. C'est ça. Mais important, c'est juste un premier acheteur qui peut wrapper. Premier acheteur, première maison. C'est ça, premier acheteur, première maison. Unifamilial. Ce que vous voulez. Ça peut être un duplex. On pourrait investir sur un triplex en partant? Un triplex en partant, effectivement. Okay. Mais il faudrait mettre la balance, dans le fond. Oui, là, de la parce mise que là, de la fonds. balance de mise de fonds est différente quand on entre dans un triplex. Effectivement. Parce que évidemment, c'est un immeuble à revenus. OK, parfait. Aide financière disponible, ça veut aussi dire, écoute, des fois, une grand-maman, elle nous a toujours promis qu'elle nous aiderait. Un don. Un don, de la donation. C'est plus... Ça arrive encore de nos jours, mais il ne faut pas nécessairement suivre là-dessus, mais dans certaines familles, il est courant de papa, maman vont aider à investir pour une première maison. C'est bien ça, on appelle ça du money love. Love money. Love money, c'est ça. Love money en bon anglais. Donc, du love money, donc c'est simplement des gens qui, exemple, grand-maman voudrait donner son héritage de son vivant. C'est bien ça. Pour voir ses petits-enfants en profiter, exemple. Donc, ça, c'est du love money. C'est une façon. C'est non officiel, là, mais c'est quand même, ça en fait partie. Par la suite, est-ce qu'il y a des subventions pour, exemple, des jeunes familles dans certaines régions? C'est bien ça. À Laval, Montréal, le premier acheteur, il vous donne un crédit sur votre taxe de bienvenue. Premier acheteur, première propriété. La taxe de bienvenue, on s'entend qu'il y a beaucoup de gens qui sont surpris de voir la taille et la façon qu'on se fait dire bienvenue en achetant. C'est bien ça. En achetant, donc, réduire la taille de ce paiement, déjà, c'est beaucoup, là. Donc, on peut marginalement le réduire ou quand même d'une bonne... Bien, je vous dirais, certains secteurs à Laval, ils peuvent aller jusqu'à 1 000 $. Ça, c'est le maximum. OK. C'est ça. C'est quand même bienvenu, là. C'est quand même... Pour la taxe de bienvenue. Ben, moi, je dirais pas non en tant que premier acheteur. Je dirais pas non, moi non plus. Par la suite, les gens qui voudraient acheter, je sais que moi, j'en fais partie. J'adore les maisons ancestrales. C'est des monuments historiques, mais il y a des petits règlements qui viennent avec ça. Il y a beaucoup de règlements, mais il y a des genres de subventions, tout dépendant des municipalités. Subventions, ça m'intéresse. Dis-moi en plus. Donc, subventions pour la rénovation. Ça, c'est subvention, dans le fond, pour la restauration extérieure de la bâtisse. D'accord. Tout dépendant de la municipalité, mais il y a beaucoup de critères à respecter. Oui, il faut vraiment utiliser certains fournisseurs ou certains types de fournitures qui... Je vous dirais, il faut garder une certaine architecture. Oui. Avec certains, effectivement... Certains matériaux qui sont... On ne peut pas remplacer du bois par quelque chose en flyé, en aluminium. La couleur que vous voulez, non. Il faut vraiment respecter les exigences de la municipalité. Surtout quand on est dans un village plus ancestral, genre le vieux Sainte-Rose, des endroits comme ça. Ou le vieux Terrebonne. Le vieux Terrebonne, c'est un petit peu en dehors de Laval, mais quand même, on a l'idée là, que si on demeure dans un endroit où il y a beaucoup de propriété ancestrale, il faut respecter l'architecture, il faut respecter l'histoire de l'immeuble. Parfait. Par la suite, aide financière disponible rapidement. Qu'est-ce qu'on a comme exemple? Quelqu'un qui aurait un mauvais crédit ou un crédit qui n'est pas incroyable, mais sa copine co-signe et puis là, ça endommage le crédit d'un, mais ça supporte le crédit de l'autre. Mais elle pourrait être comme endosseur. Oui, des endosseurs. Ouais, elle peut être comme endosseur, tout dépendant des institutions financières. Il y en a qui vont la mettre sur son bureau de crédit, il y en a d'autres que non. Il ne faut pas la mettre. Donc, ça varie d'une institution à l'autre. À une autre, effectivement. Donc, il faut vraiment être à l'affût et s'informer là-dessus. C'est ça. OK. Et puis, aide financière, subvention, etc. Là, qu'est-ce qu'on pourrait envisager si, encore toujours dans l'achat d'une première propriété, mais si on a vraiment un petit peu plus, je sais pas, une ambition, on voudrait acheter un édifice avec logis au-dessus et commerce au sous-sol. Est-ce qu'il y aurait des trucs à savoir pour des trucs commerciaux comme ça? Il n'y a pas de subvention en particulier pour ça, mais il y a un programme pour n'importe quel immeuble qui s'appelle Rénovaire. OK. Dans le fond, si vous changez vos fenêtres, éco-énergétiques,
que si vous transformez votre système de chauffage, mettons, c'est un système à l'huile, vous le transformez en électricité, vous pouvez avoir des subventions, mais il faut vraiment respecter plusieurs critères. Le programme s'appelle Rénov'Vert. Rénov'Vert. C'est bien parfait. Ben écoute, Alex Hadou, super merci pour les chroniques cette saison. Et puis, on espère de te voir la saison prochaine parce que, sans blague, les chroniques, ça vaut de l'or, sans jeu de mots, parce que une première maison, on s'entend, ça change une vie. C'est vraiment, on s'établit, on se lance dans l'aventure de principalement la famille, investir pour son futur, investir dans soi plutôt que de donner l'argent au loyer. C'est bien ça. Mieux vaut être bien outillé que pas être outillé du tout, là, comme on dit. Bonne fin de saison. Merci. Salutations à tous. Aujourd'hui, j'ai un invité tout à fait spécial. Nous faisons partie d'un groupe qui désire honorer ceux qui ont bâti Laval. André Brodeur, c'est un plaisir de t'accueillir. Merci de votre accueil. Parle-moi de ton groupe. Alors, c'est le Patrimoine Laval. Patrimoine Laval. Patrimoine Laval. En 2019, il y a 3 événements majeurs qu'on va tout simplement honorer. Il y a, au départ, il y a l'ancien maire, M. Paiement. Mais pourquoi M. Paiement? M. Paiement, c'est parce qu'il a instauré la Cité de la Santé. Je ne peux pas te dire peut-être quelle année, mais... Mais ça fait 50 ans cette année. Moi, je vais t'aider sur ça. 50 ans? Bon, mais parfait. Ça fait 50 ans cette année que le maire Paiement a fondé la Cité de la Santé. On sait comment ça peut être important pour Laval. Donc, on va honorer notre maire, notre ancien maire. On va tout simplement faire ce qu'on appelle un effigie avec un bus. Ah oui? Qu'on va placer à l'intérieur de la Cité de la Santé. Alors, je pense que c'est un élément pour éviter qu'il y ait un oubli. Il ne faut pas oublier ces gens-là, qui ont fourni un effort, c'était un effort considérable, puis tellement important pour Laval. C'est plus qu'important. C'est vraiment, je pense, à la base. Laval existe. Puis Laval, on connaît Laval d'aujourd'hui, c'est grâce à tous ces... Oui, puis là, il faut dire que le maire Paiement, en plus de la Cité de la Santé, il a fait d'autres choses aussi. On se rappellera, écoutez, on a tous les deux été conseillers municipaux. Alors, il faut se rappeler que le maire Paiement avait incité les gens à faire des centres d'achat parce qu'on percevait une partie de l'argent des taxes. Oui, alors, voyant que c'était tellement payant, alors, le gouvernement provincial s'est emparé de cette section-là. Mais M. Paiement avait prévu ça. Là, il y a un deuxième aussi, il ne faut pas oublier, en fait, c'est le maire Lefebvre, Claude Lefebvre, en fait, un autre qui a été quand même un grand bâtisseur. Grâce à lui, bien, on peut dire que la culture à Laval a grandi très rapidement. La Maison des Arts, c'est sa petite... je dirais, sa grande contribution à Laval. En 1986? 1986. Et c'est un autre aussi qu'on va, en fait, tout simplement placer un buste à l'intérieur de la Maison des Arts pour qu'on puisse, je vous dirais... Mais on lui doit plus que ça aussi à Claude Ulysse Lefebvre. Claude Ulysse Lefebvre, il faut dire que c'était un ami. On lui doit également l'Orchestre symphonique de Laval. On doit aussi la consultation, c'est lui qui a instauré la consultation ici à Laval. Puis la consultation sur la culture, c'est lui qui a fait ça. C'est un grand homme, il a fait énormément. Puis je me rappelle qu'à l'époque, que le maire Claude Ulysse Lefebvre avait commencé les démarches pour avoir l'Université du Québec ici à Laval. Oui, c'est le pionnier. Oui, c'est vrai. Il a commencé à travailler ça. Et tu as eu le plaisir de travailler avec Claude Ulysse Lefebvre, toi aussi. J'ai eu le plaisir, oui. Oui, mais tu avais instauré, par exemple, Laval en fleurs. On a connu Laval en fleurs. En 1984, oui, Laval en fleurs qui a débuté à Sainte-Dorothée. Et par la suite, ça se fait, en fait, dans tous les quartiers de Laval, puis je vous dirais après, en travers la province de Québec. Oui, c'est quand même là-bas. André Brodeur, c'est un gars formidable. Laval en fleurs, le tout début, c'était lui. D'autres ont pris la relève, mais c'est lui qui avait commencé ça. Alors, je suis fier, en fait. Ça n'a peut-être pas été véhiculé dans ce sens-là, mais je peux dire en réalité que s'il y a des fleurs à travers le Québec, ça a commencé à Sainte-Dorothée. Formidable. Ça, c'est bien. Mais c'était pas la seule chose qu'il va y avoir en 2019. Non, il y a le dernier, et non pas le moindre, il y a 150e anniversaire de Sainte-Dorothée en 2019. Alors, on va être impliqué à ce niveau-là. On va, encore une fois, je veux dire, honorer des bâtisseurs. Il y en a plusieurs. On va honorer 10 bâtisseurs. Oui, nomme-moi un petit peu quelques-uns. Il y en a un, en fait, on va le faire à titre posthume. C'est M. Louis Crevier.
IGA. Alors, c'est une personne qui est impliquée énormément dans le domaine social. Il y a Mme Ledoux, qui est musicento, qui a fait des années, qui a fait chanter nos jeunes de Sainte-Dorothée. Il y a Mme Sigouin, qui a pris la responsabilité au niveau des organismes comme les Optimistes à Sainte-Dorothée. Il y a Pierre Côté, qui est un grand chevalier des Chevaliers de Colomb. Oui, Pierre Côté, tout le monde le connaît. Il y a M. et Mme Pierre et Germaine Trépanier, qui sont des gens très impliqués aussi à Sainte-Dorothée. Il y a M. Labrosse, qui est un peu plus timide parce que normalement, il annonce les autres, mais c'est celui qui est le propriétaire du journal de Sainte-Dorothée. Au fait, M. Labrosse a fondé 3 journaux à Sainte-Dorothée, je crois. Il a eu le plaisir de les vendre. Le journal Laval-Ouest, le journal... Il y en a plusieurs. Du moins, il y en a 3. C'est formidable. Puis il y en a une personne qui, je dirais, qui a été oubliée, qui est Mme Soriol, dont elle a été, je vous dirais, la brigadière durant 32 ans. Et la famille Soriol à Sainte-Dorothée, écoutez, c'était très populaire. C'était des fermiers très, très à l'aise quand même. Puis ils ont eu des personnes qui ont été Sœur Sainte-Croix. Ah, t'as pas connu ça, toi, un petit peu? Non. Alors, je sais pas là, Sainte-Croix. T'étais trop jeune. T'étais trop jeune, c'est ça. Mais je pense que c'est déjà beaucoup pour l'année 2019, donc ça va être quand même énormément de travail pour l'organisation et même les membres de Patrimoine Laval. Je pense que c'est un beau défi, c'est un beau projet à réaliser. Qui est le président? C'est M. Cyr, Guy Cyr. Il y a M. Lacroix. Il y a Richard Lacroix aussi. Il y a Richard Lacroix. Pour une section il y a M. Lapierre section. Qui est vous-même. Oui. Moi, il y a M. Marchand aussi qui est avec nous. Il y a plusieurs personnes quand même. Un bon groupe. Des gens, des bénévoles. Des bons bénévoles qui sont impliqués dans le milieu. Pourquoi c'est important d'honorer nos gens? Bien, si on ne le fait pas, qui va le faire? Tu sais, je pense qu'on a une tendance à aller vers l'avant. Donc, ce qui a été fait dans le passé, c'est souvent oublié. Fait que nous, on veut quand même que ça ne soit pas oublié. Alors, c'est un peu notre objectif qui fait en sorte qu'il puisse avoir une base qui fait que dans 50 ans ou dans 25 ans, on puisse se souvenir de ces gens-là. Sinon, on n'existerait pas. C'est ça. Au fait, il y a 2 sœurs de bâtisseurs. Il y a les bâtisseurs de l'Ésus, OK? Puis ensuite, il y a les bâtisseurs de Ville de Laval. Alors, les bâtisseurs de la Ville de Laval, ça a commencé en 1965, et les bâtisseurs de l'île Jésus, ça a commencé en 1636 pour en premier, mais après ça, en 1672. Avec ta famille? Oui, avec ma famille, oui, c'est ça. Faut pas l'oublier. Et c'est important. L'histoire, c'est l'âme d'un peuple, hein? C'est vrai. Alors, on a tendance à l'oublier. Et puis, on a la chance ici à Laval de pouvoir aller chercher l'histoire. Elle est proche de chez nous. J'ai une photo actuellement qu'on va montrer. La famille qui a un mélange des familles Charbonneau, Lapierre et Chalifou. Alors, on va voir ça. C'est important. L'année passée, on a honoré justement la famille Charbonneau qui sont arrivés ici en 1600... Charbonneau, 1672, c'est à Laval. mémoire que moi, là, mais 1600. 1672. C'est quand même une famille importante. Il y a une maison, si vous passez en quelque part, au 8740 boulevard de Mille-Îles. Allez visiter. C'est une vieille maison qui était en démolition. On essaie de la faire revivre, cette maison-là. Et c'est important de fêter, d'honorer le patrimoine de Laval, de faire penser aux gens qu'il y a des gens qui ont été là, qui ont bâti. Et puis, il y a nos bâtisseurs de Ville de Laval depuis 65, depuis le 6 août 1965. C'est formidable. Alors, on a beaucoup de travail à faire, André. Beaucoup. On a du temps. On a du temps, mais il faut travailler fort. On est des retraités, on a du temps. On sait que les retraités, je veux dire, les agendas sont remplis, là, mais je pense qu'on va y arriver. Merci beaucoup, André. Merci beaucoup. Au plaisir. Conférence de presse pour Opération Nez Rouge, 35e anniversaire sur le territoire Laval-Basse-Laurentide. On a rencontré le chef de police, le comité organisateur, ainsi que les membres de la SAAQ pour avoir leurs impressions sur cette nouvelle édition. Alors, nous sommes avec le chef de police de la Ville de Laval, M. Pierre Brochet. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui. Alors, le lancement de l'Opération Nez Rouge, 35e édition. Donc, parlez-nous un petit peu de qu'est-ce qui va se passer à Laval dans le cadre de l'Opération Nez Rouge et puis comment les services de police assistent dans toute l'opération. Oui, bien, je dirais d'entrée de jeu que c'est une année spéciale avec la légalisation du cannabis.
Le message que j'aimerais passer aux citoyens, c'est on ne conduit pas si on a consommé du cannabis. Vous savez, on vit un changement. On est habitué à parler de conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool. Le cannabis, c'est très important de ne pas conduire si on en a consommé. Donc, la contribution du service de police, c'est vraiment une contribution. On fait des vérifications pour donner la permission aux bénévoles de participer en tant que bénévoles. Donc, il y a une vérification de base qu'on fait en partant sur le permis de conduire, par exemple. Donc, tous les antécédents judiciaires, donc on peut être certain que les bénévoles qui nous accompagnent sont vérifiés, sont légaux, si on veut. Exactement. C'est ce type de vérification-là qu'on fait. Évidemment, la contribution des services de police en général, on a vu aussi, on augmente dans le temps des fêtes le nombre de barrages alcool, par exemple. Maintenant, on parle de barrage alcool et drogue. Oui, donc, c'est ça. Comment ça se passe? Notre langage, là. Bien, c'est le même principe. Présentement, on est en mesure, si on intercepte une personne, on a des motifs de croire qu'elle a consommé de la drogue, on ne parle pas seulement de cannabis, de procéder à des arrestations ou des accusations criminelles. OK. Et puis, dans le cas de l'alcool, il y a le fameux alcotest, soufflé dans le ballon, comme on dit en québécois. Pour ce qui est de la marijuana, cannabis, etc., on a vu sur le marché des trucs apparaître qui sont comme des tests buccaux. Est-ce que c'est des trucs qui vont être utilisés ou on est encore à l'étape de, écoutez, on va y aller avec le diagnostic, le prognostic du policier qui constate, puis après on fait des tests sanguins? Oui, on n'a pas d'appareils présentement qui sont valides. Les services de police au Québec n'ont pas ce type d'appareil-là. Donc on procède de façon usuelle parce qu'on en faisait auparavant aussi des arrestations pour conduite avec faculté affaiblie par la drogue. Donc on y va en fonction des symptômes. Et on a des policiers qu'on appelle agents évaluateurs, qui sont des spécialistes. Donc, si on pense qu'une personne a consommé de la drogue, en l'occurrence aussi du cannabis, on est en mesure, en fonction de différentes enquêtes, de procéder à des accusations aussi. OK. Et puis, dans le cadre d'Opération Nez Rouge, évidemment, les policiers, vous êtes toujours à l'affût de éviter que les gens conduisent en état de facultés affaiblies. Donc, on incite les gens à appeler Nez Rouge. Oui, bien effectivement, on incite les gens à profiter de Nez Rouge, à appeler, que ce soit un ami ou un taxi ou Nez Rouge. Hein, c'est un peu le thème de la campagne. Alors, il faut éviter à tout prix de conduire avec les facultés affaiblies, que ce soit par l'alcool ou les drogues, et en l'occurrence le cannabis. Donc, comme le porte-parole François Bellefeuille l'a dit cette année, la meilleure idée de la soirée, d'appeler Nez Rouge. Merci beaucoup, M. Brochet. Merci. Nous sommes avec Pierre Gervais, président du comité organisateur pour Nez Rouge, Laval, Basse-Laurentide. Bonjour. Bonjour, chère madame. Bonjour. Alors, ce matin, 35e édition, vous êtes là depuis le début. Vous avez accompagné M. de Coninck qui a fondé Opération Nez Rouge. M. de Coninck, à Québec, a fondé. Nous autres, on a pris la relève pour Laval, Basse-Laurentide. D'accord. Et puis, 35e année, donc les choses vont bon train. Et ça fait 33 ans. 33 ans à Laval. C'est ça. Excusez-moi. Non, avant ça, 35 ans pour le total. Oui. Mais Sport Laval a pris la relève depuis 33 ans. Bien, exactement. Parlez-moi de c'est quoi l'implication de Sport Laval et en quoi l'association Nez Rouge Sport Laval consiste? L'opération Nez Rouge Basse-Laurentide Laval, le point principal, c'est premièrement d'aller reconduire le monde en état d'ébriété ou de ne pas avoir d'accident d'automobile. Et deuxièmement, c'est être capable de ramasser des sous pour être capable de donner des bourses à des athlètes durant toute l'année. On invite les gens, on invite les bénévoles parce que, comme à chaque année, les bénévoles, on en cherche. On a toujours de besoin des bénévoles. On se rend au Cosmodome, c'est la centrale. Alors, on est là la dernière fin de semaine de novembre. Et après ça, à partir du 6 décembre jusqu'au 31 décembre, on est là. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Et puis, le mot de Cambronne pour cette saison. Merde. Merci. Alors, nous sommes avec Marwan Belfakir. Bonjour. Bonjour. Donc, représentant de la Société automobile du Québec. Exactement. Assurance automobile du Québec. Exact. Voilà. Ouais. Parlez-nous un petit peu de ce qui s'en vient, parce que là, on a non seulement l'alcool, on a la fatigue qui était déjà là, mais là, on a le cannabis qui vient d'embarquer en jeu. Comment ça fonctionne cette année? On veut que les gens comprennent ce message, comprennent que ce soit sous l'effet de la drogue ou sous l'effet de l'alcool, vous êtes en état d'ébriété et que prendre votre volant, ça risque de vous faire très mal. Hein? Et à tout simplement se rappeler qu'une fois qu'on a bu ou qu'on est en état d'ébriété, que ce soit l'alcool ou la drogue, eh bien, on est un danger pour nous-mêmes et pour autrui. Hein? Et qu'on a bien beau être dans un véhicule, ce qu'on se croit en sécurité, non.
Souvent, on rappelle, malheureusement, le soir, très tôt le matin, il y a des gens qui sont aussi très fatigués. On rajoute ça à l'alcool, à la drogue. Les facultés affaiblies par la fatigue, c'est les mêmes effets ou presque. Absolument. Après 17 heures d'éveil, c'est comme si vous aviez 0,05 au 100 millilitres. Exactement. Après 24 heures, c'est le double. Parfait. Bien, écoutez, M. Belfakir, un gros merci pour votre implication pour une 35e année de suite. Ben, peut-être pas vous personnellement, mais en tant que SAAQ. Et ben, on vous souhaite une joyeuse fête. Pareillement. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye-bye. Alors, Opération Nez Rouge, édition 2018, que vous ayez le nez rouge ou les yeux rougis. Appelez Nez Rouge, n'est-ce pas?